Alors, c'est un départ. Chers invités, membres de la Faculté de médecine, ici à Montréal et en Mauricie, on vous salue. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Josette Noël, professeure du département de pharmacologie et de physiologie et secrétaire de la Faculté de médecine. Alors, c'est mon privilège et vraiment un honneur que d'animer cette assemblée facultaire qui se veut bien sûr d'abord un moment de rassembler. On voit plein de beaux petits moments, donc de rassembler tous les membres de la faculté. Alors aujourd'hui, le 5 décembre 2018, année marquant le 175e anniversaire des origines de notre faculté, Dr Hélène Boisjoli, doyenne et première femme à accéder à la direction d'une faculté de médecine au Québec, la deuxième au Canada, fera un rappel de plusieurs moments choisis ayant marqué notre faculté depuis ses origines. Nous remercions à ce titre le Dr Denis Goulet, historien de la médecine, qui ne peut pas être là aujourd'hui, auteur du livre relatant les 150 ans d'histoire de la Faculté de médecine, publié en 1993, et auteur du texte soulignant les 25 dernières années de notre histoire. Document que vous pouvez retrouver sur le site web facultaire. Vraiment, je vous invite à aller, puis en plus, il y a le timeline, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, son recherchiste, M. Philippe Hudon, et l'archiviste, Mme Monique Voyer, ont travaillé très fort pour identifier et retrouver des photos d'archives. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, la présentation de Dr Boisjoli est directement tirée de leurs travaux archivistiques. Nous rendrons ensuite hommage à 6 de nos professeurs pour souligner leur carrière extraordinaire. Nous reconnaîtrons l'engagement social et l'engagement de notre personnel à leur faculté et leur profession, avant de passer à la conférence La musique, cela fait du bien, par M. Claude Saucier. Je vous inviterai ensuite à prendre part au grand cocktail de Noël. Alors, avant de passer la parole à Dr Boisjoli, le recteur de notre université et fier professeur de la Faculté de médecine vous adressera quelques mots. Dr Guy Breton. Merci, Madame la secrétaire. Alors, Madame ma doyenne, Dr Boisjoli, Monsieur mon directeur de département, Dr Soulaise, chers collègues, chers amis, je suis bien content d'être ici. Je suis bien content de voir à quel point notre faculté de médecine est vigoureuse, même à 175 ans. Et je voudrais peut-être vous montrer une facette que vous méconnaissez peut-être de votre faculté. C'est qu'elle a été, tout au long de son histoire, très structurante pour l'Université de Montréal. La faculté, 175 ans, donc 1843. L'université est plus jeune que la faculté. Je ne sais pas si vous savez, l'université, c'est la résultante de l'intégration de la faculté de médecine, de la faculté de droit et de la faculté de théologie. C'était comme les villages d'époque, le docteur, le notaire puis le curé. Les trois ensemble sont devenus l'Université de Montréal, en quelque part en 1878. Il y a à peu près un siècle, Ernest Cormier, l'architecte de là où on est, de l'amphithéâtre où nous sommes, a reçu le mandat de construire le pavillon qui s'appelle maintenant Roger Gaudry. Et dans son mandat, c'était de créer aussi la faculté de médecine avec l'hôpital universitaire. Et là, vous allez voir que l'histoire de l'université croise aussi l'histoire du Québec, et les influences des politiciens du Québec sont importantes sur notre histoire. Il y a un prédécesseur de Dr Boisjoli qui s'appelle Télésphore Parisot, qui est le grand-père de Jacques Parizeau. Il y a Jean Lesage, qui en 1960 a laissé tomber le projet de l'hôpital ici. Donc, à plusieurs endroits, il y a eu de l'interaction entre nos politiciens de Québec, l'université et la faculté. C'est toujours délicat de nommer des personnes parce qu'il y en a qui se sentent oubliés, mais je vais quand même prendre ce beau risque de nous rappeler que le seul prix Nobel que nous avons,
issu de l'Université de Montréal, vient de la faculté de médecine. Il s'appelle M. Guillemin. La salle à côté porte son nom et c'était un étudiant de Hans Sellier, qui était un de nos professeurs ici. Quelque chose quand même qui est assez remarquable pour l'université. Je donne un autre exemple. Nos amis de l'Institut de cardiologie, c'est quand même là que s'est faite la première transplantation cardiaque, il y a une 50aine d'années. On a récemment des transplantations de visage à Maisonneuve. On a plein d'événements qui sont quand même de classe mondiale. On a les patients partenaires. On a un modèle pédagogique. Il y a un leadership tout au long de l'histoire qui fait que la faculté a donné une notoriété à l'université et je pense qu'on doit tous en être fiers. Personnellement, moi, j'en suis fier parce que si le doyen Jean-Lucien Rouleau ne m'avait pas recruté comme vice-doyen, je pense que je ne serais pas dans la fonction dans laquelle je suis aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est ici, le docteur Rouleau, mais je l'en remercie. Donc, rappelez-vous que notre faculté a une longue et belle histoire. Nous pouvons en être fiers. Il y a eu des accomplissements et il continue à avoir des accomplissements avec des gens passionnés. Je vois mon collègue Millette, qui était directeur avec moi. Il y a des nouveaux groupes qui participent au dynamisme, comme les gens de médecine familiale, qui font qu'on a une faculté extraordinaire, dont je suis fier et dont on peut tous être fiers. Et c'est ce qui fait que l'Université de Montréal est ce qu'elle est actuellement. La faculté y a contribué et je vous remercie tous, ceux qui sont présents aujourd'hui, puis ceux qui étaient là il y a 175 ans. Sans eux, on ne serait pas où on est rendu. Merci et bonne journée. Merci, Monsieur le recteur. Très apprécié. J'invite Dr. Hélène Boisjoli à dresser un portrait historique de l'évolution de notre faculté depuis ses origines. Merci beaucoup, Madame Noël. Alors, chers invités, chers collègues, ici à Montréal et les collègues qui sont à Trois-Rivières, en Mauricie. Alors, après une année de festivités, ponctuée d'événements et de plusieurs communications sur notre belle et grande faculté, sur son histoire, on arrive aujourd'hui au point culminant des célébrations du 175e anniversaire. À l'avance et en votre nom et du fond de mon cœur, je veux remercier tous les membres de mon cabinet, et ils se reconnaîtront, qui ont organisé toutes les célébrations aujourd'hui, mais je veux également mentionner qu'il y a eu 7 activités pour les étudiants, tant à Montréal qu'en Mauricie. Alors, c'est donc avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui et beaucoup de fierté, car c'est vous, comme vos prédécesseurs, qui êtes les artisans des grands succès qui caractérisent la faculté depuis toutes ces années. Notre faculté a été, puis elle demeure, un acteur important de l'évolution de la médecine et des sciences de la vie au Québec. Je dirais même que la faculté de médecine de l'Université de Montréal a contribué activement au développement du Québec francophone. Il y a beaucoup de grands moments et de grandes personnalités qui ont marqué notre faculté. J'ai choisi de vous présenter les grands moments de l'évolution des lieux, de même que l'histoire de la formation des départements et des écoles au sein desquels on forme une relève très, très importante pour les professionnels de la santé au Québec et toutes ces personnes font une grande différence en recherche également. Au départ, j'avais 175 diapositives. Inquiétez-vous pas, j'en ai gardé 18. Ceux qui me connaissent savent qu'en général, je ne parle pas pour rien dire, j'essaie de ramasser les idées. Alors, notre histoire commence en 1843. Les francophones sont alors minoritaires à Montréal. Et à cette époque, le Québec n'a même pas de premier ministre. La Confédération canadienne n'existe pas. C'est Louis-Hippolyte Lafontaine qui est le premier ministre du Canada-Est. Alors, vous pouvez imaginer que ça date.
Notre faculté, à ce moment-là, elle était bilingue. Elle portait le nom d'École de médecine et de chirurgie de Montréal. En fait, ce sont 5 jeunes anglophones qui voulaient devenir médecins et qui n'avaient pas été acceptés de l'autre bord de la montagne, qui ont dit on pourrait peut-être faire une autre faculté de médecine à Montréal, et ces personnes ont probablement réalisé le grand potentiel de développement de la population francophone. Alors, vous voyez ici l'édifice qui était rue Saint-Urbain et qui abritait nos premiers enseignants. C'est juste à quelques pas de la place d'Armes. Alors, prochaine, merci. Pour bien jouer son rôle, la faculté, très, très tôt, a eu besoin de compter sur des hôpitaux affiliés. Alors, ce n'est pas d'hier. 7 ans après nos débuts, les sœurs hospitalières de l'Hôtel-Dieu ont donné la permission aux professeurs de former des étudiants dans l'hôpital. Et 30 ans plus tard, c'est l'ouverture en 1880 de l'hôpital Notre-Dame qui offre 50 nouveaux lits et évidemment un nouveau milieu d'enseignement. Alors, on voit que la course au milieu de stage que nous vivons aujourd'hui ne date pas d'hier, puisqu'en 1898, c'est le début de l'hôpital Sacré-Cœur, ce 3e milieu qui s'ajoute dès lors avec 18 lits pour notre réseau. Au début du 20e siècle, c'est une pionnière, vraiment une pionnière, Irma Levasseur, première femme médecin, qui a été aidée par Justine Lacoste-Beaubien et de grands donateurs. Déjà, alors, Sainte-Justine était très active en philanthropie. Et ils ouvrent un hôpital pédiatrique de 12 lits. Alors, c'est dans une modeste maison là, de la rue Saint-Denis, où on accueille les débuts d'un hôpital pédiatrique qui est maintenant devenu le 2e plus grand et plus productif hôpital pour enfants en importance en Amérique du Nord. Comme pour la course au milieu de stage, le manque d'espace pour accueillir les équipes dynamiques ne date pas non plus d'hier. 80 ans après son ouverture, l'École de médecine et de chirurgie fusionne avec le site Montréal de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Alors, les Montréalais ont obtenu à ce moment-là une faculté de médecine francophone et autonome. Elle a à ce moment-là pignon sur rue dans le quartier latin. 1920, alors dans 2 ans, on va fêter à nouveau, marque également la création de l'Université de Montréal. Un petit fait historique qui vous fera peut-être sourire quelques-uns, mais sans l'accord de sa sainteté, le pape Benoît XV, on n'aurait pas eu d'université. Alors, autre époque, autre mœurs. La faculté de médecine compte des dizaines de grands personnages issus des milieux cliniques, de l'enseignement ou de la recherche. Mais voici 2 pionniers des années 20 et 30 qui sont à l'origine de 2 départements. D'abord, Pierre Masson, qui est le membre fondateur du département de pathologie. Alors, on connaît Pierre Masson principalement pour son textbook, la coloration trichrome de Masson et aussi ses travaux sur le cancer. Parlons aussi d'Armand Frappier, qui joint les rangs de la faculté de médecine en 1932, qui crée le département de bactériologie et qui fonde l'Institut de microbiologie et d'hygiène de l'Université de Montréal. À cette époque-là, les cohortes étaient toutes petites. Ils ont gradué en 1937 3 étudiants qui ont eu un certificat en bactériologie. Mais en 1942, la faculté déménage sur la montagne. Comme le disait le recteur, Ernest Cormier, architecte et ingénieur, a reçu la commande d'un nouveau pavillon. En fait, il a eu la commande en 1925. Mais c'est probablement la Grande Dépression qui a ralenti la construction. Alors, vous voyez ici le pavillon Roger-Gaudry dans sa 2e phase de construction après la Seconde Guerre mondiale. La tour, comme vous le voyez, n'est même pas encore terminée. Aujourd'hui, nous avons de nombreux étudiants qui décrivent le pavillon Roger-Gaudry comme le plus grand labyrinthe universitaire. Bien, ce n'est pas étonnant, parce que
la commande qu'Ernest Cormier avait reçue, c'était de dessiner un pavillon pour accueillir des écoles qui, à l'époque, c'est tout à fait le contraire d'aujourd'hui, ne devaient pas avoir de lien entre elles. Alors, à l'ouest, il devait y avoir un hôpital et la faculté de médecine, et à l'est, les autres facultés, puis au centre, le rectorat. Alors, on comprend mieux pourquoi, Monsieur le recteur, le pavillon présente aujourd'hui de beaux défis architecturaux et d'ingénierie pour mieux installer la recherche biomédicale dans le CRIB que nous souhaitons et accueillir bientôt les écoles de réadaptation et d'orthophonie-audiologie. Comme vous le savez, l'après-guerre est marquée par tout un boom économique, démographique, culturel. Au Québec, la Révolution tranquille se prépare, le refus global est signé, et sur la scène musicale internationale, vous en entendrez probablement parler dans quelques instants, face domino pave la voie à l'entrée prochaine des grands du rock and roll. Mais notre faculté participe durant cette période très, très activement au développement scientifique du Québec. Les départements de nutrition, psychiatrie, chirurgie, pédiatrie, biochimie et médecine sont tour à tour créés avec, bien entendu, la permission du clergé qui dirige à cette époque notre université. De la réadaptation des victimes de la poliomyélite à l'étude des effets du stress sur l'humain, l'après-guerre est une période très, très faste pour la recherche et le développement de solutions concrètes aux problèmes de santé. Je vous rappelle que durant cette période, Anne Cellier fonde l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale qui joue un rôle majeur pour les activités de recherche en physiologie en particulier. Et l'Institut qui s'appelait alors de réhabilitation ouvre ses portes et joint les rangs de la faculté. Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes commencent à se tailler une place dans le monde du travail, faute de main-d'œuvre masculine, et notre faculté, évoluant au rythme de la société, les femmes gagnent en nombre, tant au sein du corps professoral que parmi les étudiants. Alors, vous reconnaissez certainement sur la photo de gauche la professeure émérite de l'École de réadaptation, André Forget, et à droite, Lucille Teasdale, une diplômée du programme de médecine. Dr Teasdale Corti devient médecin à une époque où les femmes doivent malheureusement s'expatrier pour pouvoir se spécialiser, oui, Dr Cahouette, et pour pouvoir pratiquer la chirurgie. Et elle est bien connue là, pour son implication médicale et sociale en Ouganda. Parlant d'implication sociale et de développement, plusieurs membres de notre communauté ont agi en ce sens. Alors que l'on soit chercheur, professionnel de la santé ou médecin, cette implication prend une forme différente et je veux souligner ici la vision et l'implication de deux bâtisseurs qui ont mené à des constructions ou des développements. Tout d'abord, le Dr Paul David, par son travail de chirurgien, par la désignation de l'Institut de cardiologie qui était en 1954 dans l'hôpital Maisonneuve et plus tard l'ouverture de l'Institut de cardiologie de Montréal que nous connaissons aujourd'hui et qui joue un rôle majeur dans le développement de la cardiologie. 10 ans plus tard, en 1964, c'est Jacques Genet, lui aussi, qui réussit un tour de force. Dans la même année, il convainc le gouvernement de Jean Lesage de créer le Conseil de recherche médicale du Québec, le FRSQ qui est maintenant le FRQS, et en plus de mettre sur pied l'Institut de recherche clinique de Montréal, l'IRCM. Ce doublé, on le voit aujourd'hui, assure l'avenir de la recherche biomédicale au Québec, la formation de cliniciens chercheurs de fort calibre et la disponibilité de fonds pour pouvoir faire de la recherche. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont joue aussi un rôle majeur dans notre parcours. Hôpital et centre d'excellence en hémato-oncologie et ophtalmologie
Il tient son origine en 1971 de la fusion entre l'hôpital sanatorium Saint-Joseph de Rosemont, qui avait été fondé en 1950, et de l'hôpital Maisonneuve, dirigé par les Sœurs Grises de Montréal, qui a été inauguré en 1954 et qui abritait l'École des infirmières et l'Institut de cardiologie. J'aime bien dire que la faculté de médecine, c'est comme une grande famille. En fait, je devrais dire une très, très grande famille. La présente illustration et la suivante montrent à quel point le portrait que je tente de vous dresser aujourd'hui est imposant. Je suis certaine que vous ressentez, vous aussi, à l'écoute de ces quelques mots, autant de fierté que moi. Avec la création par après des départements d'obstétrique-gynécologie, radiologie, anesthésie, ophtalmologie, audiologie, orthophonie et médecine de famille, avec l'arrivée de toutes ces spécialités, notre faculté joue un rôle avec une portée immense sur la santé des Québécois. En poursuivant dans cette lancée, on voit sur la présente diapositive 7 instituts qui complètent le réseau des instituts entre 1970 et 2011. L'Institut Philippe Pinel, l'Institut de recherche en immunologie et cancer, l'Institut du cancer, les instituts universitaires en gériatrie, en réadaptation et en santé mentale. Notre réseau comprend aujourd'hui en plus 18 unités de médecine de famille qui sont distribuées sur un immense territoire géographique. Notre réseau dessert 40 de la population du Québec, ce qui représente aujourd'hui un peu plus de 3 millions d'habitants. J'en arrive maintenant à la création du CHUM en 1996 par un projet de fusion des activités des hôpitaux Notre-Dame, Saint-Luc et Hôtel-Dieu. Notre CHUM, comme vous vous en rappelez, a fait couler beaucoup d'encre. Son emplacement a suscité de vifs échanges à la Chambre des communes, dans les coulisses du pouvoir et même au sein de la communauté des affaires. Mais enfin, en 2017, on en marque l'ouverture officielle. Le nouveau CHUM se dresse aujourd'hui bien fièrement au cœur de la ville. Avec son centre de recherche et ses installations modernes, ce centre hospitalier marque et marquera positivement l'histoire de la faculté de médecine. Je pense que je puis aussi dire qu'il s'inscrit aussi dans les bons coups architecturaux du Québec. Maintenant, parmi les projets à fort impact populationnel mis de l'avant par la faculté de médecine, je veux parler de notre campus en Mauricie. En 2018, et je salue les collègues, nous avons diplômé notre 10e cohorte de 40 étudiants et nous avons admis de nouveaux étudiants pour la 15e fois. Ce campus a maintenant formé plus de médecins que les 200 médecins qui pratiquaient en Mauricie à son ouverture en 2004. Les artisans du projet et ceux qui l'animent depuis peuvent vraiment être fiers. Comme vous le voyez, nous sommes fiers pour vous. Alors, pour rester dans l'analogie de la famille, voici les 3 derniers-nés parmi les départements de la faculté de médecine. Alors, la création du département de neurosciences, la fusion des départements de pharmacologie et de physiologie, ainsi que l'arrivée cette année de l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique reflètent très bien notre agilité et notre capacité d'évoluer. Ils incarnent également notre volonté de consolider et de développer notre position en recherche au Québec, au Canada et dans le monde. Je termine maintenant. J'avais dit 18 diapositives. Alors, je termine ce parcours historique avec une dernière diapositive qui m'inspire énormément de respect et d'admiration. Vous avez devant vous 15 doyens qui ont marqué 120 ans de notre parcours. D'autres les ont précédés, mais on n'a pas leur portrait. Je serai la première femme à joindre ces grands doyens sur les murs de la faculté. D'autres me succéderont, hommes ou femmes,
Et pour bien refléter la diversité de la société québécoise, des visages des 4 coins du monde y apparaîtront vraisemblablement dans un avenir prochain. J'aimerais saluer avec vous l'ensemble des réalisations rendues possibles grâce à eux, aux membres de leurs équipes, aux directeurs de département, aux professeurs et au personnel de soutien et d'administration qui ont travaillé sous leur leadership. Dans la richesse de notre histoire réside une grande force et un immense potentiel. Notre communauté se dresse sur les épaules de grands bâtisseurs et bâtisseuses pour regarder plus loin. Alors, je crois qu'une bonne main d'applaudissements s'impose pour souhaiter une longue et belle vie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Merci. Je vous remercie, Dr. Boisjoli, pour ce voyage dans le temps qui nous fait réaliser tout le chemin parcouru par des hommes et des femmes de caractère qui avaient une vision pour faire progresser à la fois notre enseignement et nos activités de recherche vers les plus hauts standards qui font aujourd'hui la renommée de notre faculté de médecine, de ses 18 départements et écoles et de son réseau, de son grand réseau d'établissements affiliés. Alors, vraiment, bravo.